Bonjour tout le monde, Pierre dans son garage vous présente aujourd'hui Marc-André Pilon. Bonjour Marc-André, ça va bien? Salut, ça va? En forme, toi? Autant qu'on peut, là, surtout en forme capillaire ces temps-ci. Oui, moi aussi. Ma copine a essayé de me faire quelque chose. Ça rendu où est-ce que je suis rendu, moi, on prend le clipper. Puis... C'est pas si pire. C'est ça. Confinement, ça se passe bien, oui, c'est correct. Oui, ben la difficulté, c'est surtout s'occuper des jeunes enfants tout en télétravaillant, là. Donc jongler avec les deux, là, c'est un peu ça qui est pas facile, là. Mais bon, C'est un peu on plus fait ce qu'on compliqué. peut là, avec la situation. Marc-André, tu viens d'où? Alors, moi, je suis un gars de Dorion. En fait, la ville s'appelle maintenant Vaudreuil-Dorion depuis 94. Souvent, on dit, pour faire simple, je viens de Vaudreuil, mais officiellement, je suis de Dorion. Puis, je suis né à l'hôpital de Pointe-Claire, là, si on veut être pointilleux. OK. Puis toi, tu as fait tout ton parcours scolaire là, j'imagine. Oui, à la Cité des Jeunes, où j'enseigne en ce moment. Donc, je suis allé à Oh, l'école où j'enseigne. Ouais, non, ouais, c'est tu, ça. con- Mais tu connaissais déjà tous les hein? petits coins, là, hein? Ben, en fait, l'histoire derrière ça, c'est là, quand ça vient le temps de faire son quatrième stage là, en enseignement, tu travailles comme 2 mois bénévolement d'une certaine façon, là, ce qui fait en sorte que aller habiter chez papa-maman est peut-être plus simple là, que de continuer à payer un loyer, etc. Donc, pour moi, c'était un peu facile là, d'aller à la Cité des Jeunes puisque je pouvais aller chez mes parents ensuite pendant le stage. Puis après ça, ils m'ont tout de suite donné un emploi en sortant du stage. J'avais pas encore Wow. fini mon diplôme. Là. D'ailleurs, j'ai fait ma dernière session comme sur 1 an de soir, puis à distance, là, comme ça. Là. Fait Ils que, t'ont aimé. c'est ça. Je suis là depuis officiellement janvier 2003. Wow. Et là, ton parcours scolaire, toi, ça ressemblait à quoi? T'étais-tu un bon élève? Ouais, j'étais pas mal ce qu'on range dans la catégorie des nerds là, Ah ouais? à l'école. Ben d'ailleurs, tu sais, mon premier livre, ça, j'en ai une image ici. C'était l'histoire d'un jeune nerd dans une école secondaire avec ses péripéties. Donc, il y avait un petit côté autobiographique Ben là-dedans. oui, c'était ma prochaine question, là. Tu m'enlignais là-dessus, là. OK, donc, toi, à Ouais. l'école, les notes, t'avais pas de problème avec ça. Non, tu sais, pas le côté scolaire, peut-être un peu plus avec le côté social, là, comme par exemple à l'intérieur tu sais, du roman, l'intimidation est un des thèmes qui est abordé. Là, c'est peut-être quelque chose que j'ai vécu plus, mettons, de quatrième année du primaire à secondaire 2, mettons, là, tu sais, cette espèce de gap-là là, où ton corps il pousse tout croche, là, puis Euh, c'est que les gens ils ont souvent des raisons de te pointer du doigt, puis quand t'es un peu soupe au lait, là, tu leur en donnes encore plus de raisons. Fait que, c'est clair que on dirait que on leur a donné. Moi, tout, j'ai été intimidé pas mal quand j'étais, surtout au secondaire, là. On ouvre la Mhm. porte tout grande. On dirait hein, que. Puis après ça, nos parents, ils disent ah, laisse-le faire. Laisse-le faire. Ouais. C'est nous Ben, autres qui nous ont ça tous mes les parents ils avaient jours. quand même été assez compréhensifs avec moi. Tu sais, j'avais demandé à changer d'école, puis ils m'avaient changé d'école. Oh, Puis, quand même. euh, ouais, ça avait quand même aidé au niveau que je m'étais fait une nouvelle gang d'amis vraiment tu sais, intéressante à ma nouvelle école, qui à ce moment-là était le Collège Bourget à Rigaud. Ah oui, Mais OK. rendu en secondaire 3, je commençais à trouver que les balises mises en place là, par, en tout cas, l'école privée et son système là, m'intéressaient plus bien. Puis quand je suis revenu à la Cité des Jeunes à ce moment-là, en secondaire 3, l'idée là, de l'intimidation puis tout, ça avait pas mal dégonflé. Là. Les jeunes rendus à cet âge-là, ils sont passés à un autre appel. Ouais, on fait d'autres choses, là. Est-ce que, donc, tu n'as pas eu de problème avec tes notes, ça c'est clair, plutôt au niveau social, comme tu disais. Cégep, université, tu as fait ça où? Je fais mon cégep Beauvieux-Montréal. Je fais sciences humaines, profil individu. Puis j'ai fait mon bac en enseignement à l'UQAM. À l'UQAM. Puis ça, j'imagine que les notes Ouais. allaient très bien aussi. Oui, je dirais en fait je dirais que j'ai travaillé plus fort au cégep qu'à l'université. Peut-être parce qu'il faut que tu développes une méthode de travail quand tu arrives au cégep.
puis il y a peut-être cette espèce d'adaptation-là. Puis une fois que tu arrives à l'université, tu es peut-être plus prêt pour la vie universitaire. J'avais aussi fait le choix à ce moment-là de travailler moins d'heures. Je travaillais comme une vingtaine d'heures pendant le cégep, puis je me suis dit, bon, c'est trop, là, je vais descendre ça à 15 pour me concentrer sur les études. Puis bref, ça a bien été. Là. Mais j'avais aussi choisi l'enseignement du français parce que c'était une facilité. Fait que bon. Je ne sais pas s'il y a une portion de paresse intellectuelle là-dedans, mais quand tu choisis quelque chose que tu aimes, ça va bien. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Là, pourquoi se compliquer la vie là, quand on aime ça de la base? Tu parlais de l'adaptation secondaire, cégep, université. Les marches sont quand même hautes entre le primaire et le secondaire. Après ça, le secondaire. Là, le secondaire et le cégep, c'est une méchante débarque. Ben, moi, j'avais surfé un peu sur la facilité là, au secondaire, puis rendu au cégep, je me suis dit, ben, c'est fini, là, c'est le temps de se mettre à fond là, dans les études, d'étudier beaucoup pour chaque examen. Puis ça a quand même pris du temps à développer une stratégie efficace là, de prise de notes avec toutes les lectures que tu as à faire. Si tu regardes mes premiers livres de mes premières sessions, tout est surligné. Là, tout est important. En cours de route, tu finis par mieux comprendre ce que tu vas avoir besoin, ce que tu dois retenir, puis ce que tu dois réétudier. Puis en tout cas, bref, une méthode de travail. Parce que ça, la méthode de travail, c'est une compétence transversale. Ouais. Les fameuses compétences transversales, là, on peut pas taper ses doigts, mais on a fait rire de nous autres là-dessus, là, mais à quelque part, elles sont essentielles. Ben, surtout pour pas se planter au départ, là, ou pas se décourager. Ben, aussi, le cégep, c'est un peu... faut que tu apprennes à l'accélérer. C'est-à-dire, tu te lances puis tu y vas ou sinon tu t'efforces. Il y a beaucoup de personnes qui justement se rendent compte que ça sera pas pour eux comme rythme ou je sais pas quoi, mais moi j'ai foncé là-dedans, à pleine dents. Puis j'avais même des meilleures notes au cégep qu'au secondaire. Wow, mais puis même au cégep, c'est quand même une étape assez importante, puis en même temps, c'est... Tu sais, il te demande au secondaire, là, 4-5, de t'enligner pour ta profession, tu sais, ou ton métier, tu sais. Puis là, 18, 16, 17, 18 ans, hey, je veux dire, écoute, j'ai interviewé Julie Bélanger, qui est animatrice à FM, Rythme FM. Ça a pris, c'est sa deuxième année de bac qu'elle a su ce qu'elle voulait faire, tu sais. Il y en a que ça a l'âge de 30 ans, là, qui ont dit, OK, c'est ça que je veux faire. C'est pas évident non plus, quand même, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur le marché du travail, parce qu'il y en a beaucoup, là. C'est quand même intense, là. Ouais. Puis en plus de ça, tu as 18 ans, tu peux sortir, tu peux ouh là là là, party time aussi, un peu, hein? Ben, à 15 ans, en secondaire 4, j'avais rencontré l'orienteur, puis il disait qu'est-ce que tu aimerais faire, puis je suis comme je pense que j'aimerais être prof, là. Je trouvais ça intéressant. C'est un des seuls métiers avec lequel tu es en contact là, quand tu es à cet âge-là. Puis là, il me disait prof de quoi? Puis à ce moment-là, je sais pas. Prof, n'importe quoi. Là. Puis il me disait, d'abord, fais tes sciences fortes, chimie, physique. Puis, je regrette pas de les avoir fait. Là. Ça aide quand même à avoir une certaine pensée rationnelle, une démarche scientifique. Bon. Mais cette année-là, j'avais dû débarquer pour prendre ces cours-là de la troupe de théâtre, puis ils sont allés faire une tournée en France avec un spectacle. Oh, non, comment qu'est-ce ça? Un petit peu. Un petit peu regretté là, avec mon cerveau pendant qu'il était en France là, à essayer de faire des petites expériences. Puis après ça, j'ai pris sciences humaines, pas de maths. Je prends plus de chance. Hey, mais, là, ça m'a quand même aidé à dire, OK, non, les maths, non, finalement, j'aime plus faire prof de français ou prof d'histoire. Puis là, j'avais pris sciences humaines à ce moment-là, comme je n'étais pas encore exactement certain. Puis, fait que j'ai finalement opté pour français, mais maintenant que j'enseigne depuis 18 ans, puis je regarde le contexte de mon travail, je pense que j'ai fait le bon choix. C'est vraiment la matière la plus intéressante pour moi. C'est son X, comme on dit.
Ouais, c'est ça. Mais sinon, tu disais, on se connaît pas trop quand on choisit. Puis, tu sais, avec le recul, si j'avais à nouveau à faire la décision, là, tu sais, si maintenant Marc-André à 40 ans là, pouvait aller dire blablabla à Marc-André à 15, mes cours que j'ai le plus appréciés au cégep à l'université, c'est les cours de psycho. Fait que est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser ensuite? Ben, on ne le saura jamais, entre guillemets. Là. Puis là, en ce moment, si j'avais poursuivi mes études en psychologie, ça ne veut pas dire que j'aimerais plus ça que le métier que je fais en ce moment. Mais comme tu dis, on fait des choix, puis on ne se connaît pas à 100%. T'sais. Exact. Mais là... D'ailleurs, quand j'ai... Ouais. Vas-y. Je m'en allais dire, quand j'ai commencé à enseigner, après avoir fait un an et demi d'enseignement, j'avais à ce moment-là juste 24 ans, je me disais, j'ai déjà un bac, là, j'ai rien à perdre, puis j'ai fait des auditions pour les écoles de théâtre, en me disant, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'ai été pris au cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Puis c'est ça, fait que j'ai comme lâché l'enseignement. Je fais partie des statistiques là, de ceux qui lâchent dans les 5 premières années parce que c'est ça, je suis allé commencer un diplôme en études théâtrales. Mais j'ai été remercié après un an. Pour vrai? donc, j'étais de retour sur la job. Pourquoi tu as été remercié? C'est-tu trop indiscret ou... Non, mais la façon que les cégeps fonctionnent, là, ils vont créer une gang pour la première année d'une trentaine de personnes, peut-être entre autres pour une histoire de subvention. Puis après ça, à la deuxième année, ils descendent à une troupe là, d'à peu près 13, 14 personnes. Puis j'ai fait partie des appelés, mais pas des élus, mettons. Okay. Mais avec le recul... je suis quand même capable de dire que les personnes qui ont gardé étaient meilleures que moi. Je suis capable de réaliser ça. Puis de toute façon, ça me dérange pas d'être de retour prof de français. Puis justement, comme je suis aussi tout le temps un peu à la recherche d'un projet culturel, c'est plus tard que je me suis dit, je vais écrire quelque chose à la place. Puis je pense que c'est quelque chose avec lequel je suis meilleur que comédien de toute façon. Fait. Mais je m'en allais là. Là, tu es devenu prof, puis pourquoi tout d'un coup on commence à écrire ou c'est quoi? Ouais, j'imagine qu'il y a un concours de circonstances là-dedans. J'ai tout le temps joué de la batterie dans des groupes de musique. Puis à peu près autour de 2008, j'avais plus de groupe. Puis là, il y avait comme pas vraiment d'autres perspectives musicales à ce moment-là. Fait que je me retrouvais un peu tout seul d'un point de vue culturel. Puis je me suis dit, ça faisait longtemps que je me disais, c'est un beau projet de retraite, l'écriture. Ouais. Là, quand tu as 29 ans, la retraite, ça semble loin. C'est très loin. Là, j'étais comme, bon, mais pourquoi attendre? Là, arrête de dire que tu le feras un moment donné, puis fais-le tout de suite. OK, puis là, tu n'as pas... Mais cette idée-là là, du MIOP, tu la travaillais dans ta tête depuis un bout? Tu dis, tant qu'à faire quelque chose, aussi bien partir un peu de ce que j'ai vécu, puis... j'avais déjà écrit, mettons, un 5 pages, là, très, très, très autobiographique. Là, au bout de 5 pages, je savais pas où je m'en allais avec ça, puis j'avais rangé ça dans un tiroir. Mais le titre était La revanche du MIOP déjà à ce moment-là. Puis en 2009, en fait, j'ai fait un projet avec mes élèves qui était d'écrire un début de roman. Puis pour essayer de les stimuler, je leur disais, moi aussi, je vais écrire un début de roman. C'est comme ça, vous travaillez, je travaille, puis on s'échange, puis gna. Puis j'ai donc ressorti ma vieille idée de La revanche du MIOP. Puis là, je me suis dit, on va laisser tomber l'autobiographique, puis on va mettre un schéma narratif autour de ça. Là. Donc, il va y avoir un élément déclencheur, puis des péripéties, puis nanana. Puis, c'est ça qui a donné la revanche du MIOP. C'est drôle parce que tu connais, j'imagine, aussi notre ami François Bérubé qui a écrit Planète Hockey, Planète Soccer. Il a fait la même affaire que toi. Il a parti avec un projet d'écriture avec ses élèves. On se parle souvent, mais on ne s'était pas parlé de ça. C'est ça, il est parti avec un projet d'écriture avec ses élèves, puis il dit « OK, je vais aller faire les chapitres », puis c'est sorti Planète Hockey, Planète Soccer, je pense que c'est le premier. Mais vous êtes inspirants, les gars. Les élèves ont embarqué, j'imagine, secondaire 5, ça doit être le... Oui.
Ouais, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait encore, ce projet-là, année après année, depuis quasiment 20 ans, puis il pogne encore. Là, c'est un projet de journal dialogué. Fait que les jeunes écrivent, ils ont une mission à chaque semaine, puis là, après ça, ils sont sous pseudonyme. Fait que là, quand ils reçoivent des commentaires de leur père, mais les pères, ils jugent juste les écrits, pas la personne qui les a écrits. Fait que là, en tout cas. Puis Wow! c'est un petit côté boîte de courriel, mais vintage là, maintenant, parce que c'est dans Hockey Canada. Fait que c'est le fun d'avoir une correspondance, quelqu'un de ton âge qui te donne des commentaires. Parce que souvent, les jeunes, ils ont passé toute leur scolarité sans vraiment savoir comment les autres écrivent, puis ils ont l'impression que tout le monde écrit comme eux. Ceux qui écrivent bien, ils se disent, ben, les autres, ça doit être pas si pire que ça, ça doit ressembler à ce que j'écris, puis il y en a qui font comme... Et Ah ouais? l'inverse est vrai aussi, là, Ouais. de dire, ben, personne n'essaie de bien écrire, là. Puis là, quand ils lisent des gens de leur âge, puis ils font comme, oh, Ouf. OK, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Là? Qu'est-ce que j'ai oublié? Là? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc, le but, c'est d'émuler, l'émulation pour tout le monde, pas de pointer les gens du doigt, d'où, entre autres, l'anonymat. Puis, le plus gros texte à l'intérieur de ce projet-là, c'est écris les 500 premiers mots d'un roman que tu as toujours voulu écrire. Ça peut être n'importe quel sujet, n'importe quel style. Puis, tu pars les 500 premiers mots. Puis après ça, moi, je reprends ça. Plus tard, on fait un deuxième 500 mots que là, je vais corriger au niveau orthographe pour que certaines personnes se disent, bon, c'est ça les stratégies que maintenant je vais devoir mettre en place si je veux m'améliorer au niveau de la langue. Puis après ça, un troisième morceau, là, je fais aussi des commentaires sur les idées, puis j'en fais pour le deuxième aussi, mais c'est formatif à ce moment-là. Puis Okay. là, je regarde au troisième morceau s'il y a amélioration, si on suit les conseils. Genre de Wow. coaching littéraire. Bon, et puis après ça, à la fin de l'année, ils se mettent en équipe, puis avec les 4 romans qui ont dans leur équipe, ils font une espèce de scénarisation de l'histoire. Je trouve que ce serait le plus facile à faire en court-métrage, puis ils font un court-métrage à partir du roman qu'ils ont écrit en début d'année. Ben voyons Puis au donc, milieu de wow. l'année, ils font aussi un roman avec une page couverture, une quatrième de couverture là, pour partir avec ça chez eux. Wow! Mais le fait que tu sois écrivain, j'imagine que ça doit les inspirer aussi. Ben, ouais, c'est difficile à mesurer parce que les élèves sont tout le temps. C'est rare qu'ils te font des commentaires, c'est sur. Ouais, Quand tu es en 5e secondaire, c'est quand même pas si mal parce que des fois, ils viennent te dire des commentaires à la fin de l'année. Ah, j'ai beaucoup aimé parce que là, c'est ouais. le moment de signer les albums. Puis là, ils sont plus émotifs puis ils se laissent aller. Mais souvent, le restant, si tu enseignes une autre année, le meilleur commentaire que tu peux avoir, c'est t'es pas mal moins pire que mon prof de l'année passée. Tu sais, c'est pas mal. Ouais. Ce commentaire-là, tu le mets dans Avec ta une poche puis tu te dis, comparaison, bon, là. ben. Ouais, c'est ça. Mais. Sauf que là, je suis rendu à un stade où c'est un peu spécial parce que les élèves que je reçois en 5e secondaire, ils m'ont déjà vu dans des présentations quand ils étaient au primaire ou ils m'ont lu. Fait que là, Ouais. ils arrivent dans ma classe, puis là, comme, ah ouais, c'est le gars qui a écrit un livre ou des livres. C'est Ouais, c'est sûr que ça que je veux dire, ouais. ça amène, ça amène une certaine crédibilité quand je fais des commentaires sur ben, peut-être que tu devrais essayer ça ou essayer ça. Ou, ils m'écoutent plus. Là, puis quand je fais de l'analyse littéraire, ça fait longtemps là, que j'ai pas eu le ouais, mais moi je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Là. Je pense qu'il voulait dire telle autre chose. Donc, oui, on peut jamais savoir à Ah, 100% ce que l'auteur voulait non. dire, mais mettons que quand je fais des analyses littéraires, il m'accorde une certaine crédibilité. T'es une petite poche de plus, là. Écoute, t'as reçu, attends, un peu, bouge pas, là, je te mêle avec mon PowerPoint. T'as eu dans ta vie des difficultés. On a parlé tantôt d'un peu d'intimidation à l'école, ben d'un peu, ça c'est selon, là. Euh, Ouais. quelle difficulté t'as pu avoir, soit dans ta carrière de prof, soit dans ta carrière d'écrivain, soit dans ta vie en général, puis comment t'as fait pour t'en sortir? Ben, par rapport pour revenir un peu à l'intimidation, c'est sûr que moi, là, le regard que j'ai, c'est un peu comme l'espèce le regard de la résilience, c'est-à-dire que les événements que j'ai vécus ont un peu aussi forgé ma personnalité. Ouais. Donc, je vois plus ça négativement, d'une certaine façon. Comment je pourrais dire ça? Ça m'a rapidement montré, à 9-10 ans, comment est-ce que
l'humain peut être pour les autres. Là. Puis je sais Ouais. pas si ça m'a donné, en étant placé dans la marge malgré moi, une espèce de regard plus empathique pour les gens marginaux, les choses comme ça. Parce qu'on s'entend, au demeurant, je demeure un homme blanc, hétérosexuel, au niveau de la loterie génétique, là, je suis assez privilégié, mais ça m'a un peu... je pense que ça m'a aidé à façonner une empathie là, pour l'autre, en tout cas. Je trouve que c'est... je vois plus ça négativement, là, d'une certaine façon. Puis après ça, bon, j'ai pu utiliser ça comme expérience à l'intérieur des livres. Là. Ça a fait du bon... la bonne matière romanesque. Exact. Ça, puis donc essayer de créer quelque chose à partir de ce qui est arrivé. Mais si j'avais un conseil à donner à la maison aux personnes qui pourraient en ce moment vivre de l'intimidation ou qui écoutent le vidéo, d'essayer de se trouver une passion. Moi, ça a été la musique. À travers la musique, là, tu pratiques de la batterie, au début, t'es pas bon. Une monnaie, tu commences à devenir bon. Puis là, arrive un stade où c'est que les gens commencent à venir te voir, puis ils te trouvent bon. Tu sais, là, ça t'aide à changer le regard que tu as de toi-même. Tu te dis, ah, je suis pas juste un loser. Tu sais, je suis comme... Selon ce que les autres voient, là. C'est ça. Donc, le regard, ça change le regard des autres sur toi-même, ce qui t'aide à changer le regard que tu as de toi-même. Wow. Parce que à cet âge-là, le seul regard que tu as de toi-même, c'est un peu le regard des autres. Là. Donc ça t'aide à te construire, d'une certaine façon. Puis après ça, bon, à partir de secondaire 4, j'étais dans un groupe punk qui s'appelle Les Ordures Ioniques. C'est ça qu'on s'est mis à faire des concerts un peu partout dans la province. On jouait même dans des bars là, quand j'avais 16 ans. Puis c'est ça, ça nous a ça a forgé la jeunesse, comme on dit. Oh, vous faisiez quoi, des covers? Non, on avait nos propres compositions. Là, si tu t'amuses à taper Ordure Yannick, tu vas pouvoir même trouver des vidéoclips qu'on avait à Musique Plus. On a sorti 2 albums. On a fait les Francopholies à Montréal. Dans le genre punk rock, on est quand même un groupe semi-connu là, quand on s'intéresse à ce genre-là. Wow! Mais c'est super ce que tu fais. C'est tellement ça que tu... Moi, je dis à mes élèves sont en 5e année, et je leur dis, quand tu arrives au secondaire, puis je le dis surtout aux parents, les parents sont un peu craintifs. Mais là, dans cette école-là, non, dans n'importe quelle école, implique-toi dans un projet quelconque. La robotique, à cette heure-là, il ne va pas me dire qu'il n'y a rien. Là. Là, non, c'est ça. Fais quelque chose. La robotique, il y a du tricot. Ça revient le tricot. C'est fou. Là. Non, mais la machine à coudre... Les choix sont là. Les choix sont là. Puis moi, je leur dis, trouvez-vous quelque chose sur lequel vous tripez, puis faites-le. Puis là, ce qui se passe à ce moment-là, puis là, ça, les parents, ils aiment bien l'idée, c'est que le groupe d'amis dans lequel ils se trouvent, ils ont la même passion, tu sais. Fait qu'ils pensent juste à cette passion-là. Ils ne pensent pas à aller peinturer le garage du voisin en blanc, tu sais, ou en bleu, là, tu sais. Fait que moi, c'est de même que j'ai fini par passer au travers mon secondaire. Mais tu as raison, vraiment un super bon... merci, Marc-André. C'est un bon conseil, ça, pour nos jeunes secondaires. De rien. Et là, toi, c'était quoi ta passion? Moi, je faisais... Hey boy! Moi, je faisais de la danse. Je t'en pose l'école, là? Je faisais de la danse. C'est cool. Ah ouais, moi, je gigue. Donne-moi une paire de souliers, puis je te gigue ça, là. Non, c'était très bien. Je suis allé en France 2 fois avec ça. Puis écoute, la gang de la troupe, c'était. J'ai encore des bons amis. Moi, je viens de cette île. Puis là-bas, la troupe, c'est une institution. Là, ça fait, je sais pas, 40 ans, je pense que ça fonctionne. Là, ils ont fait plein de voyages. Ouais, non, t'as raison. On passe au travers plein d'affaires avec ça. C'est vraiment... Écoute, Marc-André... La danse, folklorique ou non, ça peut être aussi, justement, une avenue très intéressante. Là. Exact. Il y a des gens qui t'ont inspiré dans la vie, ou ça peut être des événements aussi inspirants. Tu arrives à quelque part, tu fais comme wow, ça vient de me rentrer dedans. Là. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans la vie au cours de ta ou tes carrières, disons ça de même, là, mettons? Je vais en faire plusieurs, tiens, pour la musique. Pour la musique secondaire 4, il y a un groupe de musique qui vient faire un concert dans une salle Chevalier de Colomb proche de chez nous. Puis dans ma tête à moi,
un groupe de musique à Dorion. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Bref, les cool kids de l'école y allaient, là. Fait que je suis allé aussi. Puis le groupe s'appelait Les Bons à Rien, qui faisait justement du punk francophone contestataire. Justement, ça me rentrait dedans. Jusque-là, j'écoutais de la musique américaine. J'écoutais pas vraiment de musique québécoise. Puis de dire, OK, on peut rocker en français, puis que ça soit aussi vrai, que ça vienne autant de chercher d'un trip. Ça a été un peu une révélation. Fait que ça. D'ailleurs, je me suis amusé en 2018 avec les gars des Bons à Rien à ressortir leur album Advienne que pourri sur vinyle. On a fait une réédition vinyle. Ouais, c'est leur album classique de 93. Après ça, je dirais, avec l'UQAM, je suis allé en Afrique enseigner 3 mois au Togo. Wow. Ça, c'était quand même une expérience qui... tu sais, on te dit, tu vas voir, ça va changer ta vie. Puis pendant que tu es là, tu te dis, ça change pas ma vie pantoute. Mais quand tu reviens, c'est un peu là que ça te fait genre de ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Pendant 3 mois, tu sais, de revenir puis d'avoir là tout d'un coup un regard extérieur sur ta routine, sur ta vie, sur ta famille, tes amis. Ça t'amène à faire d'autres choix. Puis c'est une expérience super. Je conseille à tout le monde qui le peuvent là, d'aller faire un tour ailleurs sur la planète. Puis souvent, on a l'impression un peu pas condescendante, mais de dire je m'en vais là-bas aider les gens. Mais je pense qu'au final, c'est eux qui nous en apprennent plus. Ah ouais? Mais est-ce que tu as trouvé cette période-là difficile? Est-ce que ça a été difficile là-bas, ces 3 mois? Est-ce que c'est intense émotionnellement? Non, pas tellement. Dans le sens que là-bas, j'enseignais le français. Donc, ça a quand même bien été. Là. C'est sûr qu'il y avait des grosses différences au niveau des conditions. Là. Oui. Il fallait commencer très, très, très tôt le matin parce qu'à partir de 11 heures, il faisait trop chaud pour continuer. Donc, il fallait avoir fait toute la journée scolaire là, mettons, de 6 à 11. Fait qu'on arrivait là à peut-être 5h45 là, entendre la chorale chanter la prière avec le directeur qui lisait un petit passage de la Bible avant que, après ça, c'était avec des jeunes de quel âge? J'avais 2 classes, une qui était officiellement secondaire 1 puis une qui était secondaire 3, mais les âges variaient beaucoup là, à l'intérieur de ces niveaux-là. Puis, par exemple, c'est un exemple qui est un peu triste, là, mais qui est une réalité africaine. Il y avait un jeune garçon, je dis jeune, mais finalement, il avait mon âge. Lui, il était devenu aveugle, il avait perdu la vue en cours de route, puis il était obligé d'aller dans une école pour apprendre le braille. Puis quand il est revenu à l'école, bien, ils l'ont comme recalé en fonction de son niveau de braille. Là. Fait que là, il était comme avec des secondaires 1, mais il avait comme 21 ans. Ah, triste. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein d'affaires de même. Là. Genre, la cloche, c'était un vieil essieu pendu après une corde, puis quelqu'un prenait une barre de fer, puis PONG! Cognait sur l'essieu. C'est la cloche. Elle sonne longtemps. En fait, c'est juste PONG! Ah ouais? Tout le monde savait que ce bruit-là, c'était la cloche. C'était la cloche. Marc-André, quand on travaille, bon, mettons en tant que prof, puis tu peux nous dire ça aussi en tant qu'écrivain. Bon, on fait un travail parce qu'on l'aime, évidemment. On est passionné, normalement. Là. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le travail que tu fais? Puis qu'est-ce que tu aimes le moins? Quand que je dis qu'aimes-tu le moins, là, c'est quelque chose, une tâche qu'on est obligé de faire dans le travail qu'on fait, puis qu'on fait... Tu sais, comme l'affaire que tu n'as pas le goût de manger dans ton assiette puis que tu manges le plus vite possible, mais tu es obligé de le manger. C'est quoi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas? Je vais commencer par écrivain. Ça va peut-être être plus facile, moins politique que ma job. Okay. Par rapport à l'écriture, ce que j'aime le plus, c'est quand les gens lisent. Tu sais, quand ils ont le produit fini. C'est vraiment ça qui m'intéresse d'écrire. Si je me mets à écrire plusieurs manuscrits, puis il n'y a jamais personne qui les ramasse, puis il n'y a personne qui les lit, je sais pas combien de temps je vais toffer à écrire tout seul, grouiller dans mon coin. Là. Ben, en tout cas,
j'écris pour voir les réactions des lecteurs. D'une certaine façon, c'est ça notre paye. Là, et le bout que j'aime le moins, peut-être, pas que j'aime pas ça tant que ça, là, mais c'est écrire le début. Mettons le premier quart du livre. Ça, c'est vraiment ce qui est difficile. Après ça, tu as pogné ton beat. C'est peut-être mon côté batteur, mais pour moi, écrire un livre, c'est comme écrire une chanson. Il faut que chaque mot entre dans un tempo. Oh! Puis là, ressens les mots, ressens les mots, ressens les mots, ressens les mots, ressens les mots. Là, j'ai enfin mon tempo, tu sais. Mais c'est plus difficile au début. Okay. Donc, je me casse plus le coco, puis j'aime moins ce bout-là. Est-ce que tu es très structuré? Parce qu'on va revenir après ça, ce que tu aimes moins et ce que tu aimes plus en enseignement, mais en tant qu'auteur, est-ce que tu es très structuré? Tu te fais un plan, là, puis tout est écrit, là, comme on demande à nos élèves de faire un plan, puis suivre le plan. Puis... Ouais. Ben, comme je disais, avec mon premier texte, là, au bout de 5 pages, je savais plus où je m'en allais, puis j'ai dû faire un plan pour créer une ossature autour de ça. Puis c'est ça que je raconte aux élèves dans les conférences, là, puis c'est le même plan, la situation initiale, éléments déclencheurs, péripéties, dénouement. Et pour la revanche du diable, j'avais quand même décidé, c'était un peu de la numérologie, là, mais j'avais décidé que j'allais avoir 20 chapitres de 2000 mots. J'avais pris un autre livre, j'avais dit, il y a à peu près 40 000 mots là-dedans. Faut que je fasse à peu près 40 000 mots si je veux avoir un livre, fait que 20 fois 20, 20 fois 2000. Ouais, je comprends. Et fait que là, je m'étais fait une liste de 20 trucs que je voulais dans mon livre. Là, 14, admettons, je suis rendu 14, OK, il va y avoir une food fight. Pourquoi est-ce qu'elle allait avoir cette bataille de bouffe dans la cafétéria? Je ne savais pas encore, mais en tout cas, ça s'en allait quand même quelque part. Puis il y avait une forme de plan, même si c'était quand même plus libre. Après ça, j'ai participé à un projet qui s'appelle Les Cobayes, où 7 auteurs travaillaient ensemble, où il y avait 7 personnages différents, mais qui pouvaient rencontrer les autres personnages dans les autres livres. Wow! Et ça, c'était hyper planifié. Il fallait que tu saches que le 31 août, il commençait à mouiller à 1h de l'après-midi parce que tel autre a besoin de la pluie dans son récit, puis toi, tu peux pas dire que le vendredi, il mouille pas. Fait que là... fait que ça c'était de la planification par-dessus de la planification. Oui. Puis malheureusement, pour des raisons, entre autres, de conciliation, temps, job, etc., quand j'ai remis mon manuscrit, sans que ce soit nécessairement une mésentente avec la maison d'édition, il y avait comme trop de travail pour le temps que j'avais selon la date de tombée. En tout cas, bref, j'ai lâché le projet. Les planètes n'étaient pas alignées aussi, là. Les planètes n'étaient pas alignées. Ouais, on peut dire ça. Puis après ça, je suis devenu papa, là, fait que là, ça chamboule, ça chamboule une vie. Mais les planètes, ils font. Ouais, il y avait en tout cas, bref. Et par la suite, j'ai écrit le nouveau livre que j'ai eu le temps d'écrire là, en 2 biberons. Je l'ai ici, la page couverture. Ben, celui-là, pour être franc, j'ai pas eu autant de plans comme que le MIOP. Là. Je me suis dit plus vas-y comme ça te tente, là, pour le plaisir. Là. Celle-là, je l'ai vraiment plus écrit pour me remettre dans le beat de l'écriture. Mais en même temps, tu savais aussi à quoi t'attendre au niveau des maisons d'édition, qu'est-ce qu'ils te demandaient, c'est quoi leurs attentes, puis tout ça. Fait que tu avais aussi peut-être un peu plus de je sais où est-ce que je m'en vais, let's go, je m'enligne là-dessus. D'expérience, oui. Exactement, c'est ça. Oui, parce que si on lit le roman, il y a quand même 30 chapitres d'à peu près la même longueur. Puis le résultat final, il est écrit au quart de tour. Là, il y a plus de gras dans ce livre-là. Là, c'est vraiment comme genre j'ai essayé de faire comme genre de suspense qui arrête jamais. Là, donc, ça a de l'air très planifié quand même, là, le résultat final. Mais ça peut faire pas de plan, ça peut être plus difficile parce qu'avec le tome 2,
Tu sais, je suis allé comme ça, puis là, j'ai fait « Ah non, j'en ai les mêmes. » Puis là, oups, on efface tout ça. Fait que là, tu sais, il y a plus de tâtonnage, donc plus de travail pour le résultat final. OK. Et Peut-être, en tout cas. au niveau de l'enseignement, ce que tu Ça me fait penser... Oui, vas-y. Ça me fait penser, juste avant de changer de sujet, Oui. quand j'ai écrit Cobaye, finalement, c'est Yvan Godbout, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent à la maison, là, qui a repris le flambeau, qui a écrit le tome Olivier pour la série Cobaye. Il y en a qui l'ont lu à la maison. Mais si vous ouvrez Cobaye, il y a une photo à la fin, puis il y a ma face dedans. Ceux qui se demandent, c'est qui la face du gars qui n'a pas écrit de livre dans la série. Mais je suis quand même un des idéateurs de la série, c'est pour ça que j'ai ma face dans chacun des livres. T'es là quand même. Ouais, d'une certaine façon. Au niveau de l'école maintenant, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Ouais. Qu'est-ce que tu es obligé de faire et tu n'aimes pas? Dans les choses que j'aime ça faire de la création littéraire avec les élèves. Quand ça vient le temps de lire leurs écrits, beaucoup plus intéressant que lire, mettons, un texte argumentatif, là, 120 fois le même sujet avec grosso modo les 3 mêmes arguments. Là, de moment donné, tu vires fou. Ouais. Mais la création littéraire, c'est là qu'un peu les élèves te montrent leur personnalité, leurs intérêts. Certains ont des plumes vraiment intéressantes. En 5e secondaire, il y en a déjà que s'ils poursuivent, si ils ont la bonne idée, des fois, c'est pas un manque de style, des fois, c'est avoir l'idée. L'idée puis la persévérance de l'amener jusqu'au bout. Mais il y en a qui auraient déjà le talent d'avoir des écrits publiés des fois. En tout cas, il y en a qui sont impressionnants. Fait que ça, j'aime ça. J'aime aussi essayer d'allumer la curiosité dans leurs yeux sur certains sujets. Comme là, cette année, on faisait une dissertation sur 1984 d'Orwell. Puis là, d'essayer justement là, de dire, bon, OK, c'est un peu une grille d'analyse. Les éléments principaux du récit, comment est-ce que tu peux les appliquer au réel? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact dans ta vie? Là? Comment est-ce que ça te donne une nouvelle paire de lunettes? Puis là, après qu'on ait lu ça, pouf, il y a eu M. COVID là, qui est venu changer un peu les plans. Et là, un des travaux que je leur ai fait faire pendant qu'on était en confinement, c'était d'essayer d'analyser la situation actuelle, mais à travers la lunette de Orwell, en prenant les éléments principaux du récit. Mais il y en a qui avaient il y avait des affaires vraiment intéressantes. Là. Par exemple, il me disait Winston travaille au ministère de la Vérité, où ils vont jouer avec les statistiques pour toujours comme donner comme le message que veut le parti. Fait que là, il y en a qui ont comparé ça, bon, avec peut-être le fait qu'en Chine, on a joué avec des statistiques, mais il y en a qui n'avaient pas peur quand même aussi de dire que parfois on emploie les chiffres pour notre narratif voulu. Là. En tout cas, il y en a qui ont fait une belle analyse. Peut-être aussi qu'on arrange les chiffres pour pas que les gens paniquent pour rien non plus. Des fois, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Collective, des fois, ça peut valoir la peine de changer quelques affaires, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de l'enseignement? Je dirais que c'est toute l'idée de la hiérarchie scolaire. Quand je suis dans la classe avec mes élèves, ça va bien. Mais après ça, des fois, c'est moins intéressant quand on se retrouve à discuter de pédagogie ou d'avoir des discussions qui, justement, sont à des années-lumière de la pédagogie parce que au ministère, on a dit quelque chose qui a descendu à la commission scolaire, qui a descendu aux directions adjointes. Puis là, quand on nous dit quoi faire avec ça, on est comme pas sûr que les décisions qui ont été prises étaient nécessairement pour le bien de l'élève. On dit tout le temps c'est pour le bien de l'élève, mais des fois, on peut avoir des gros doutes. Puis cette espèce de oui, mais il y a la hiérarchie, tu es obligé de la suivre. Donc, même si tu es en désaccord, ben c'est ça qui est ça. Il y a tout cet aspect politique-là de l'enseignement qui des fois, me ronge de l'intérieur. Oh, mais en même temps, quand tu es dans ta classe, tu peux avoir un petit côté rebelle. Ben, c'est sûr que c'est pas nécessairement par rapport à ce qui se passe dans ma classe que des fois ça vient me chercher, mais par rapport à mais pourquoi est-ce qu'on prend ces décisions-là en lien avec l'éducation? Tu sais, on s'entend, l'éducation, c'est quelque chose de super important.
mais on ne donne pas on lui donne pas toute l'importance que ça devrait avoir. Là. Moi, j'ai hâte que les décisions qui vont être prises en haut ne seront pas prises. Fais attention à ce que je vais dire. Je n'ai pas envie de dire que le livre n'est pas important. Bien au contraire, c'est totalement contraire. Mais j'ai hâte que les décisions soient prises en fonction du bien des profs. Parce que moi, dans ma tête, si je suis bien dans mon travail, c'est clair que je vais en donner plus, puis ça va coûter moins cher. Tu sais. Mais d'ailleurs aussi, souvent, on a cette espèce de sacrifice de nous-mêmes là, en lien avec la vocation, de dire que même dans nos propres négociations de nos conditions de travail, ce qu'on essaie de négocier, c'est plus de personnel pour donner du soutien à nos élèves. Bon, c'est sûr que si mes élèves ont du soutien, j'en ai d'une certaine façon, mais souvent, on amène une espèce de distorsion où on parle même plus de nos conditions de travail, tellement qu'on s'oublie là-dedans, puis qu'on fait juste dire ah oui, tant que mes élèves sont bien, je suis bien, mais ça prend une coche de plus. Là, comme tu dis, faut aussi penser aux profs. Là. Puis quand c'est une profession avec laquelle on commence à avoir des problèmes de recrutement, avec beaucoup de gens qui quittent dans les 5 premières années, mais il serait peut-être temps là, que, négociation après négociation, qu'on arrête de détériorer les conditions de travail. Là. À un moment donné, j'en vois même plus le but. Et à un moment donné, j'étais convaincu que les directions d'école n'avaient pas tant d'impact sur ma vie. À l'époque, je pensais pas tant. Cette année, je trouve que c'est positif. Là. Juste un exemple, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'enlève rien aux autres directions. Là, ils ont le plus puis ils ont leur moins. Là. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train de d'énuméroter top 3, top 2, là, c'est pas ça. Mais tu me diras les noms après l'entrevue. Ouais, je t'enverrai ça. Non, mais c'est bien niaiseux ce que je vais dire, mais en fait, ça l'est pas tant. Première rencontre de parents, au primaire, nous autres, on rencontre tous les parents. Tu sais comment ça marche, là. On les rencontre un après l'autre, 10, 15, 20 minutes un après l'autre. Et dans la feuille qu'on a envoyée aux parents, il y avait genre 45 minutes où est-ce qu'on pouvait pas mettre de rendez-vous. Là, je fais comme, voyons donc. La direction, après ça, dans le courriel que j'ai fini par lire au complet, elle a dit il va y avoir un lunch dans le salon du personnel. J'ai comme un lunch. Un lunch. Là, je vais voir ma copine parce qu'on enseigne dans la même école. Je ne sais pas le rapport du lunch. J'ai dit, moi, j'ai pas le temps. Là. J'ai dit, moi, je veux rencontrer les parents le plus vite possible pour un qui quitte l'autre le plus vite possible. Sinon, ça s'éternise jusqu'à 8-9 heures. Ça n'a plus de bon sens. Puis moi aussi, bon, après. Mais c'était bloqué dans l'horaire. Pierre, il y a de la pizza au salon du personnel, prends le temps de manger. Là, je suis comme, hey, shit, on prend soin de moi? Hey, j'ai pris cette on a pensé à moi, c'est pas juste une pomme. Non, j'ai pris cette pause-là, une vraie pause, j'ai fait, je mange de la pizza. Mais puis c'est rien, là, c'est rien. Je veux dire, elle m'a pas donné 5000 $, là, la direction, là, de plus là, pour le travail que je fais. C'est une petite affaire. Puis je leur ai dit d'ailleurs, toutes ces petites choses-là, là, nous adoucissent la courbe. Oui, c'est ça. On va employer ça s'additionne. Ça s'additionne. Puis à l'inverse, toutes les autres petites affaires qu'on nous demande, ils s'additionnent aussi. Puis à un moment donné, la charge mentale fait. Exactement. Moi, j'ai la chance d'enseigner depuis plusieurs années dans le même niveau, en 5e secondaire, avec des bons élèves. Je me retrouve pas dans une situation où en octobre, je me demande comment je vais survivre à mon année, mais je sais que c'est le cas de bien des personnes, puis avoir quelque chose, en tout cas, avoir ce souci-là, justement, là, d'aider ses troupes. C'est bienvenu, c'est ça. Mais tant aussi longtemps que ce que tu aimes le plus prend le plus de place que ce que tu aimes le moins, on est correct. Oui. On a plus d'enseignements que de réunions, fait qu'on est correct. On est correct. Oui, t'as raison. Et je te donne, écoute, on va partir avec des petites questions en rafale, OK? Questions rapides, réponses rapides. Lire un bon livre ou regarder un bon film? C'est une bonne question.
Ça dépend parce que là, des fois, j'ai le temps pour ni l'un ni l'autre. J'écoute plus des bonnes téléséries parce que c'est parti morceau de 45 minutes avant de se coucher. T'as raison. Mais moi, je suis un grand cinéphile aussi. Même si j'écris des livres, là, j'adore vraiment le cinéma. D'ailleurs, je fais un projet avec mes élèves où je leur fais lire un livre qui a été adapté en film. Puis je leur dis lequel que tu as aimé le plus, pourquoi. Je vais essayer d'énumérer des raisons. Des fois, j'aime plus la version cinématographique, des fois, j'aime plus la version littéraire. Ce que j'aime surtout maintenant dans les livres, c'est de trouver des livres qui m'offrent quelque chose que le cinéma peut pas m'offrir. Parce que souvent, beaucoup de livres récents, puis j'ai inclus mes propres écrits là-dedans, c'est un peu du cinéma. C'est comme un scénario avec un peu de description, puis très visuel. Garde les descriptions à son minimum, puis le train file vite, puis bon. Mais tu sais, si je m'abandonne dans un Milan Kundera, mettons, c'est pas adaptable en film, là, il y a à peu près zéro histoire, mais ça va tellement profond dans l'humanité des personnages, leur psychologie, puis ça m'apporte quelque chose que le cinéma peut pas m'apporter. Ou encore, lire... prendre le temps de lire un classique là, une fois de temps en temps de la littérature française, là, que ce soit Les Misérables de Hugo ou des classiques comme Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Donc, prendre le temps là, de toucher à ces œuvres un peu fleuves qui ont été écrites à un moment où c'est que l'écriture n'était pas cinématographique. Où c'était vraiment de l'écriture. Ben, une autre forme d'écriture, mais que tu peux pas retrouver au cinéma. Donc, quand je plonge dans un livre, j'essaie de plonger là-dedans. Puis sinon, pour mon propre plaisir, j'aime ça aussi lire des bons policiers là, une fois de temps en temps. Ça fait du bien, hein? Ça évacue. OK. Est-ce que tu préfères te faire un bon repas à la maison ou aller au resto pour te faire servir un bon repas? Je vais y aller avec Resto. Je suis pas le plus grand cuisinier. J'ai travaillé longtemps en restauration, là, et je te jure que si tu me fais plaisir, tu m'amènes au resto. Là. C'est faire servir. Puis je suis pas un client super, je suis pas fou, là. Mais j'adore me faire servir. Là. Bon, on aime ça. Hey, surtout qu'en ce moment, c'est quelque chose qui nous manque, là, à aller on peut pas, là. juste s'asseoir dans un restaurant puis prendre le temps de jaser autour d'une bouteille et de la bonne bouffe. Exact. Si tu avais une machine à voyager dans le temps, tu irais où et pourquoi? Dans le passé, dans le futur? C'est une bonne colle. Je sais pas parce que, tu sais, souvent la glorification du passé, j'ai comme des doutes là, sur la véracité de la nostalgie derrière ça. Mais il y a quand même plein d'époques que j'aimerais visiter juste pour voir l'effervescence musicale, tu sais, aller voir les premiers pionniers rockabilly faire un show, tu sais, en 54 là, dans le sud des États-Unis, ou être à Londres en 77 là, quand ça pète le mouvement punk, ou peut-être le 76 dans le fond, mais ou être aussi BGB en 75, ou en tout cas, tu sais, juste des époques comme ça musicalement, juste pour la curiosité de voir ça. Là, tu sais. Wow, excellent. Et enseigner ou écrire? Si j'avais le choix d'écrire à temps plein, c'était quelque chose qui pouvait payer l'hypothèque. Tout. Je pense que je le ferais, juste pour le côté vraiment la liberté de travailler à son propre rythme. Et quand tu écris des romans jeunesse, tu fais aussi beaucoup de rencontres scolaires. Donc, le contact avec les jeunes ne serait pas complètement évacué de ma vie. Fait que ça. Puis aussi, bon, il y a tous les salons du livre, etc., où c'est que tu continues quand même d'avoir beaucoup de contacts là, avec le public. Fait que je pense que je l'essaierai, mais d'un autre côté, je me fais pas d'illusions là-dessus. Là. Est-ce que tu continues dans cette veine-là de les romans jeunesse ou le côté adulte te titille un peu? Là? Je pense à Catherine Bourgault qui s'adresse à un public, un éventail assez incroyable.
Éventuellement, j'aimerais ça écrire un roman adulte, c'est sûr, mais là, il y a comme un problème de temps un peu là aussi avec mon travail, ma famille. Si je veux Ouais. avoir le temps d'écrire quelque chose qui est publié dans un délai raisonnable, je pense pas que j'ai vraiment le temps d'écrire de l'adulte. Puis je sais pas aussi, comme par exemple, on parlait de policier tantôt, j'aimerais ça en écrire un, mais je le laisse mûrir en moi encore. Là. Je me sens pas prêt à le pondre encore. Puis là, je me sens dans une petite veine horreur là, avec Oh, Urtubise. Là, on a publié Infecté 1, il y a Infecté 2 qui devait sortir en fait le 8 avril, mais là qui a été reporté. Puis c'est un peu ironique parce que là, on se retrouve avec un roman qui s'appelle Infecté qui ben est oui, reporté en raison de l'infection. c'est ça. Mais là, on va annoncer la nouvelle date là, sous peu. Là. Donc, ça va sortir quand même cette année. Là. Il est déjà écrit, il est déjà imprimé. Oh, Je vais peut-être même avoir un scoop au niveau d'un peu du look. Ça, c'est le signet. Je sais pas, on voit-tu? ouais, 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 on le voit quand tu. Ouais, oh, oh, ça. Ouais, en tout cas, c'est ça. Là, donc, celui-là, il va avoir un peu un look similaire, mais là, c'est comme un genre de laboratoire, puis c'est rougeâtre un peu plus là, à cause de genre de lumière d'alarme. Mhm. De sécurité, puis c'est ça. Puis, fait que ça, puis là, dès que je vais pouvoir retrouver un peu un semblant de routine, là, j'ai déjà mon autre idée là, pour mon prochain roman. Je devais en fait commencer à l'écrire là, en mars, quand OK. là, pouf, là, c'est ça, avec les enfants à la maison, c'est Ouais. comme impossible là, d'écrire en ce moment. Mais super, là, je vais écrire ma nouvelle histoire. Bon, on va attendre ça, on va attendre ça. Marc-André, as-tu un petit mot pour nos jeunes, là, je sais pas, là, un petit regain d'énergie, un petit quelque chose là, que tu pourrais leur conseiller, par exemple? Je vais conseiller de lâchez pas. Si vous avez une idée, comme essayer de la porter à terme. Puis si ça n'a pas été réussi du premier coup, toujours cette idée-là de mener chaque projet à terme, ça va finir par aboutir à quelque chose d'intéressant. Puis de rester curieux aussi. Souvent, les jeunes, ils ont une belle curiosité, mais qui a tendance à disparaître là, en vieillissant. Puis la curiosité devient un lot de certitude. Restez curieux. Restez curieux. Puis quand on a des projets puis on veut les amener à terme de temps en temps, il faut faire attention à qui on en parle. Peut-être, parce Ouais. que Non, mais parce qu'il y a des pour pas gens que qui vont. quelqu'un d'autre le mène à terme. Non, pas nécessairement, mais il y en a qui vont dire Ah, ça marche pas ta patente. Laisse faire ça, là. Ah oui, oui, oui. Dans ce sens-là, là. C'est une bonne idée. Par exemple, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai commencé à en parler autour de moi quand j'étais rendu à peu près chapitre 14 sur 20. C'est rendu là, j'étais comme. J'ai quelque chose de solide, là. Ça va être Ouais, fini ouais, ouais. bientôt. Là, Chef, ben oui. je le voyais terminer dans un mois ou deux, là, commençant à en parler un peu autour de moi. Là, mais sinon, ouais, c'est ça. J'en connais là, des personnes qui disent qu'ils vont bientôt publier un livre depuis 20 ans. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là. Écris-le avant de dire que tu es en train de l'écrire. Est-ce que, Marc-André, j'ai une dernière question vite, vite, qui me vient Ouais. à l'esprit. Est-ce que c'est difficile pour toi de gérer les réseaux sociaux? Tu sais, parce que maintenant, bon, là, je sais que tu as un compte Instagram, une page Facebook. Est-ce que les gens sont gentils? Est-ce que ça va bien de ton côté? Parce qu'on s'entend que derrière un écran, c'est facile d'écrire des niaiseries, là. Ouais, mais j'ai pas eu ça pour mes pages. J'imagine qu'ils ont aussi pas assez tu sais, ils rayonnent pas assez. Tu sais, j'ai rien qui est devenu viral là, ou tout d'un coup. Ouais. Là, à part peut-être la vidéo de promotion qu'on avait faite pour Infecter, j'ai eu quelques commentaires déplacés, des fois, tu sais, du monde. Mais tu te dis, s'ils ont du temps à perdre comme ça dans leur salon, là, ça vaut pas la peine de leur répondre. Maintenant, j'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Je dirais que pour l'instant, Instagram, c'est nouveau. C'est les jeunes qui me disaient ah, Facebook pour les grands-pères, Instagram. Bon, OK, je vais me partir à un Instagram. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui me rejoignent sur Instagram non plus. Pas mal juste des madames louches qui me disent coucou, ça va. Là.
J'ai hâte que ça ait ça ait plus de liens avec, avec ma page d'auteur que un site de rencontre ou je sais pas quoi. Fait que c'est ça. Fait que là, je dirais, ouais. Mais au début de la pandémie, j'ai complètement fermé mes réseaux sociaux. Là. S'il y en a qui m'ont trouvé un peu absent là, pendant les 2 derniers mois, je trouvais ça difficile d'avoir le temps de gérer ça en plus de la famille, du télétravail, etc. Fait que j'ai vraiment fait le choix de me concentrer sur la famille. Bon choix, on aime ça, on aime ça. Donc, on peut te retrouver sur ta page Facebook, Marc-André Pilon. Tu as ton compte Instagram pour la jeunesse, là, parce que c'est eux autres que tu peux joindre, là, c'est ça? Donc, Marc-André Pilon, auteur, ton nouveau livre, Infecté des éditions Urtubise. On a-tu un scoop pour des futurs projets là, que tu n'as pas trop parlé jusqu'à maintenant? Là, je veux pas raconter trop l'histoire. Le temps que ça me prend pour l'écrire, il y en a qui auraient le temps de le finir et puis de le publier avant que je le fonde. mais je m'enligne pour un autre projet un peu horreur pour ados, à nouveau chez Urtubise. Ce coup-ci, là, comme avec Infecté, c'est vraiment un truc de zombie avec ben de l'action, un peu de gore pour le fun. L'autre truc, ce serait peut-être plus paranormal, essayer de jouer sur comme le suspense davantage que la course contre la montre des morts vivants. Là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, sans donner trop de détails, là, disons paranormal et peut-être sur fond de crise climatique. Oh, OK. Mais on a assez là. Moi, je trouve que ça a bien du bon. C'est un bon scoop. C'est un bon scoop, j'aime ça. Un bon scoop. Marc-André, c'est déjà terminé. Je veux te remercier pour tout ton temps. T'es vraiment généreux. Merci de ton temps. Puis, je te souhaite plein de bonnes chances et plein de belles affaires en tant qu'écrivain et en tant que prof. Là. Merci pour tout encore. Merci. Puis merci à toi de prendre le temps de faire ça aussi. Ah, ben c'est super. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, Pierre. Bye.